Vous êtes prêts? Vas-y! Ouais! France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous, Ciné Club aujourd'hui avec Alain Huguetot, prix du jury au Festival d'Annecy pour son nouveau film Interdit aux chiens et aux Italiens en salle demain. Deuxième long métrage du réalisateur après Jasmine, tout à la fois archéologue, historien, archiviste. Le cinéaste restitue en animation la mémoire d'un exil, celui de ses grands-parents italiens venus travailler en France. Avec tendresse et humour, il retisse les fils de leur histoire, de notre histoire. Mi-artiste, mi-artisan, Alain Huguettot est aujourd'hui l'invité de Bienvenue au Club. Une émission programmée par Henri Leblanc, préparée par Laura Dutèche-Pérez, réalisée par Félicie Faugère avec Florent Bujon à la technique. Interdit aux chiens et aux Italiens raconte l'histoire d'une famille originaire du nord de l'Italie, d'origine piémontaise. Une famille de paysans pauvres, touchés de plein fouet par les guerres, les épidémies, le travail précaire, la vie de ces hommes exposés aux dangers de la montagne. Face à la montée du fascisme, le père, Luigi Huguettot, sa femme, Cesira, et leurs enfants fuient l'Italie pour la France. Chaque hiver avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France. Ramoneurs, chiffonniers, les Italiens, ils étaient bons à tout. Écoute ce qui est écrit dans ce journal français. Ce qui caractérise l'ouvrier italien, c'est qu'il n'y a pas chez ces ouvriers de dignité personnelle. Ils endurent tout. Les enfants ont découvert le français à l'école. Les premiers mots qu'ils ont appris ont été « fils de pute de macaroni ». Pourquoi ils ont écrit ça, papa? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont peur que les chiens mordent les Italiens, tu comprends? Allez les enfants, on y va. Le petit oiseau va sortir. Menteur! Je vois pas l'oiseau. Avec la voix d'Ariane Ascari de Cesira et la vôtre, Alain Huguettot, bonjour. Bonjour. Bonjour Huguettot, Huguettera, avec ce film. Vous êtes reparti aux origines de votre nom, de votre patronyme. Oui, c'était c'était mon devoir de mémoire en fait. Ouais. J'avais besoin de savoir d'où je venais et la partie italienne avait été un peu occultée. Et donc je me suis dit, ce serait bien de témoigner à la fois pour moi, pour mes enfants, pour les jeunes aussi qui nous suivent, et de suivre le parcours de ces anciens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traversé 3 guerres, une épidémie de grippe espagnole qui a fait plus de morts que les guerres. Et ils sont toujours restés debout, vaillants, dignes, fiers. Voilà, c'est un exemple pour moi. Huguettot, qu'est-ce que vous mettez derrière ce nom aujourd'hui? Est-ce que c'est une image, celle d'un lieu? Est-ce que c'est une émotion? C'est à la fois un lieu, c'est une émotion, c'est une racine aussi. Ouais, je suis apaisé. Apaisé. Est-ce que vous êtes fier de porter ce nom, Alain Oui, Huguettot? bien sûr, oui. Oui, je me suis réconcilié. Enfin, je n'étais pas fâché, mais je sais d'où ça vient. Je sais d'où je viens, moi. C'était le plus important. Et d'où on vient, en fait. J'ai cette réponse-là, oui. Et ça, vous aviez besoin de le comprendre pour savoir où vous allez, peut-être. C'est toujours ce point de départ qui revient en nous. Vous êtes le narrateur, le narrateur bien réel de cette histoire imaginée. Vous questionnez votre grand-mère, petite figurine animée dans le film, à qui la comédienne Ariane Ascaride prête sa voix. Vous l'interrogez sur sa vie, parce que sa vie, c'est aussi votre vie, c'est votre passé. Beaucoup de questions étaient restées en suspens sur cette histoire. Oui, c'était à la fois pas des questions, mais une espèce des interrogations qui restaient, quoi. Sur mon nom, déjà, on dit Huguettot, par exemple, c'est Petit Hugues, ça veut dire en italien. Comme beaucoup de noms italiens sont construits comme ça. Benedetto, c'est Petit Benoît. Marchetto, c'est Petit Marc. Et donc, en faisant des recherches en Italie, alors c'est invérifiable, mais en principe, au Moyen-Âge, les seigneurs du château avaient un droit de cuissage sur l'ensemble du village. Et de ces unions illégitimes, ils sortaient des enfants que tout le monde savait d'où ils arrivaient.
Mais on disait, on l'appellera le petit Marc ou le petit Hugues. Alors, on dit Huguetto, Marchetto, il y en a Benedetto, il y a beaucoup de noms comme ça. Donc il y avait les questions autour de votre nom. Et quelle autre question autour de ce passé familial vous posiez-vous? En fait, est-ce que tout vous a été raconté ou est-ce qu'il a fallu aller creuser, chercher pour reconstituer cette histoire familiale? Non, il a fallu rechercher parce qu'en fait, ma grand-mère, quand elle était arrivée en France, en fait, elle était italienne, mais quand elle était en France, elle voulait être plus française que les Françaises. Et donc, elle ne parlait pas italien. Et donc, toute cette partie italienne est restée. Moi, je suis allé à l'école, j'ai été élevé au lait de la France, en fait. J'ai mangé français, cultivé français. Vous avez un prénom français, Alain. Oui, bien sûr. Comme mon père, d'ailleurs. Oui. Et le vôtre, il s'appelait comment? Vincent. Il avait aussi un prénom français. Oui, parce que tous les enfants qui étaient là en France ont des prénoms français. Ceux qui sont nés en Italie ont des prénoms italiens, en fait. C'était une époque, et je crois que c'était assez obligatoire en France, en fait. On ne pouvait pas mettre n'importe qui, n'importe quoi. Oui, moitié-moitié dans la famille, en fait. Ouais. Il y avait Nino et il y avait Vincent, par exemple. Tout à fait. Oui, c'est... Et puis le tournage a suivi la même chose. On a convoqué des gens qui arrivaient de toutes les nationalités. Et des Italiens, des Suisses, des Belges, des Portugais. Et tout le monde s'est retrouvé à Valence. On a fait une petite Europe et on a fabriqué ce film. Ce projet qui est devenu un film, surtout. Valence, qui est une des terres de l'animation en France. Oui. C'est une des villes d'animation importantes, fait, avec des studios qui comptent dans le paysage du cinéma d'animation français. Bien sûr, oui, c'est un passage obligé, oui. C'est un passage obligé. En tout cas, on peut quand même rappeler que la France fait partie de ces grands pays d'animation aujourd'hui, avec des cinéastes, des réalisateurs qui ont aussi développé leurs propres pattes. Il y a une sorte de marque française dans l'animation, mais on va y revenir. Je reste sur cette histoire qui est la vôtre et qui est passionnante parce qu'elle est aussi la nôtre. Cette histoire du passé, elle a toujours circulé, peut-être à demi-mot au sein de votre famille. Vous en êtes aujourd'hui, avec ce film, quelque part un garant, un passeur éclairé pour les générations futures. Vous faites le lien entre ces différentes générations, mais en même temps, vous avez dû reconstituer, mettre des mots sur les silences. Alors à Huguetera, le village natal de vos grands-parents, de cette famille de paysans devenus ensuite ouvriers du bâtiment quand ils se sont exilés en France, vous avez récolté au milieu des ruines des fragments de cette mémoire familiale qu'on retrouve dans le film. Il y avait quoi? Il restait quoi? Il restait absolument rien, en fait. Il restait du charbon de bois. Alors, c'est que ce charbon de bois, j'en ai fait des montagnes. Il restait tout un tas de choses qui faisaient le quotidien de leur vie, quoi. Des châtaignes, des citrouilles, des brocolis. Et donc voilà, après dans mon studio, de revenir dans mon atelier, en fait, dans le studio, je me suis refait un petit Huguetère avec les brocolis sont devenus des arbres, le charbon est devenu des montagnes, les sucres ont fait mûr. Et voilà, dans ce décor-là, tous mes ancêtres pouvaient revivre tranquillement. La polenta, la bella polenta, se cresce così, si pianta così, c'è così. Oh, oh, oh. Bella polenta così, cha cha pom, cha cha pom, cha cha pom, cha cha pom. Quando si è smessa la bella polenta, si è smessa così, si pianta così, si fiori così, si è smessa così. Oh, 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 bella polenta così, cha cha pom, cha cha pom, cha cha pom, cha cha pom. La polenta, c'était le plat du pauvre. Mais avec vous, c'est ça qui est magique, c'est que tout devient une fête, en tout cas dans ce film, à l'écran. Vous reconstituez aussi le bonheur pour cette famille d'une assiette pleine, d'un repas partagé. C'était important, ça, le repas, c'est des moments forts. Et j'ai souvenir de mon père qui disait « Mais avec moi, vous n'avez jamais eu faim ». Et ça voulait dire qu'en fait, lui, sûrement, il a dû avoir faim. Et je trouve que c'est abominable d'avoir faim, c'est terrible. C'est vraiment... Et donc, on est prêt à tout pour manger. Ils ont eu une vie très dure, de ce que vous en avez su, vos grands-parents. Et pourtant, ils ont aussi eu une vie héroïque, n'est-ce pas ? Oui, je trouve aussi. Ils ont résisté, ils sont restés debout, fiers, dignes. Je trouve que c'est vraiment un exemple. Vraiment, bravo. Parce que c'est... Qu'est-ce qui les faisait tenir ? Peut-être l'amour. J'aurais dit l'espoir, vous dites l'amour.
Oui, l'espoir, on a toujours l'espoir, mais l'amour, c'est pas toujours gagné. Et là, c'est une vie, ils ont passé leur vie ensemble, en fait. Et voilà, c'est important. L'amour entre qui et qui alors? Entre Luigi et Cesira? L'amour entre qui et qui? Entre Luigi et Cesira, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Vous êtes un preneur de son. Mettez votre casque bien sur la table comme ça vous évitera. Non, pas sur la tête. Oui, on s'en débarrasse. Parce que c'est facile de prendre le son des autres, beaucoup plus compliqué d'entendre sa propre voix. Vous l'avez enlevé de vos oreilles, maintenant il repose sur la table, on va le laisser là. Présentez-nous Luigi. Il est là avec nous dans ce studio. Oui, alors justement. Luigi, c'est un Italien, c'est-à-dire qu'il a des moustaches. Tous les personnages ont les mêmes têtes en fait. Luigi, il a la même tête que les autres, puis il a des moustaches et un chapeau. Et tous les Italiens ont des moustaches et des casquettes. Un grand chapeau plat, à bord plat. Hein. Voilà, un Stetson, style. Ça, c'est votre grand-père. Hein. C'est le grand-père, oui. Ouais. Et tous les Français n'ont pas de moustaches, mais ils ont des bérets, en fait. Et donc, il n'y a pas d'opposition, mais c'est pour les reconnaître les uns les autres. Je tenais à ce que Luigi ait les yeux un peu écarquillés, parce qu'en fait, je me dis, c'est comme un migrant, quoi. Il découvre des lieux, des paysages, donc il a les yeux un peu exorbités. Voilà, et puis après, c'est l'ami des enfants, c'est un survivant, parce qu'il est sorti de guerre. Mais vous l'avez connu ? Non, je ne l'ai pas connu. Je peux que l'imaginer. Ouais. C'était un super grand-père, vous pensez ? Oh, tous les grands-pères, c'est des super grands-pères, non ? Parce qu'on le voit dans le film, raconter des histoires à ses enfants. Ouais. Hein. C'était un vrai conteur. Oui. Et puis, il a fait comme moi, en fait. Moi, je racontais des histoires à mes enfants. Ils me demandaient, mais raconte-nous une histoire qui fait peur. Et alors, lui, il se racontait des histoires qui faisaient peur aussi. Mon père m'a dit ça, oui, qui racontait des histoires qui faisaient peur. Et elle, Cesira, qui est juste à côté de moi, c'est une petite marionnette en fait, puisque c'est un film d'animation que vous avez réalisé. On va revenir au comment juste après, si vous le voulez bien. Mais cette grand-mère, elle, vous l'avez rencontrée ? Oui, vous l'avez imaginée ? J'avais 12 ans quand elle est morte et j'ai un souvenir magnifique d'elle, c'est qu'elle découpait la croûte du gruyère et elle la mettait à l'envers sur la gazinière. Et quand elle cuisait, que le fromage commençait à faire des bulles, elle me la donnait. Donc j'étais petit et je la voyais en contre-champ et je voyais ce sourire, cette générosité, ce geste d'une élégance incroyable. Et pendant que je mangeais cette croûte de fromage, je voyais elle qui était ravie de me le donner, quoi. Oui, aujourd'hui, la croûte, on la coupe et on la jette. Oui. Alors que ça, c'est le bonheur des enfants. Et c'est vrai qu'une croûte de gruyère bien fondue, c'est excellent, bien grillée, c'est excellent. Exactement. Pourquoi elle est devenue l'héroïne de votre histoire, de ce film, de cette histoire que vous nous racontez aujourd'hui, Alain Huguetto ? Parce que je crois que c'est elle que j'ai connue. Et donc, en ayant des souvenirs qui me revenaient d'elle, j'avais plus de facilité à la mettre en vie. Et puis je l'ai connue, alors du coup je voyais très bien comment elle était, quoi. Elle était toujours en noir et tout ça, elle bougeait autour de la gazinière, mais je l'ai connue, je l'ai vue tourner la cuillère dans la bassine à polenta, elle est toute en rouge, en sueur, elle tournait. Et elle n'arrêtait pas, quoi, de faire toujours en train de nettoyer, de faire des gnocchis, Et je trouvais que c'est assez logique qu'un gamin demande à sa grand-mère de lui raconter son histoire, d'où elle vient, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes là. Et voilà, donc j'ai suivi ce trajet et c'était vraiment un grand moment. D'un coup, je me disais, ça y est, elle vit, elle me raconte. Ouais, elle vit. Vous la faites revivre, en tout cas, et vous la faites vous raconter cette histoire que vous n'avez peut-être pas suffisamment entendue quand vous étiez petit et que vous aviez envie de reconstituer. Vous êtes inspiré d'un livre aussi pour refaire tout ce récit. Oui, le livre, c'est Le Monde des Vaincus de Nuto Revelli. C'est un grand sociologue italien qui a recueilli des témoignages de personnes, de gens du même âge que mon grand-père et ma grand-mère qui vivaient au même endroit. Et donc ils témoignent à la fois de la misère, des guerres, mais avec leurs mots à eux, une grande fierté, une grande dignité. Je trouve ça magnifique. Et pourtant, ils n'ont rien de vaincu devant votre caméra. Oui. C'est des combattants. Ah oui. C'est des survivants. Bien sûr, c'est des survivants. Et Luigi, il a traversé 2 guerres, il s'en est sorti. La 3e, c'est vraiment des survivants. Et bravo, vraiment. Quel parcours. Et pendant ce temps, qui tenait la maison ? Qui bossait pour nourrir les enfants ? Et le travail des hommes, il a bien fallu le faire. Ouais. C'était les femmes qui le faisaient à ce moment-là ? Ah oui, à ce moment-là, bien sûr. Et tous les hommes étaient à la guerre et les femmes, c'était des... C'était ? Oui, mais des travailleurs de force. Hein. Il fallait qu'elles fassent le travail des hommes. En 1911, ils sont partis à la guerre en Afrique. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que nous connaissions de la guerre, nous autres ? Rien.
Nous étions ignorants. Ils disaient que c'était une petite affaire, que ce serait vite réglé. L'officier qui les a prévenus, ils ne l'ont pas écouté. Ils ont cru à des blagues. À Syracuse, on les a embarqués comme des bêtes dans un vieux bateau. Les cafards et les poux se sont jetés sur eux et les ont dévorés. C'est un troupeau de malades et de pouilleux que le bateau a recraché en Libye. Et vous avez cherché, vous, Alain Huguetto, à reconstituer pas simplement la mémoire, mais aussi les climats, les atmosphères, les ambiances d'une époque, hein, les heures tragiques quand les hommes étaient envoyés à la guerre, ces guerres de conquête en Afrique où on voit ces soldats dont votre grand-père, Luigi, ensablés en Libye, la guerre de 14-18, ces tranchées, mais aussi de retour dans leur village du Piémont, la montée du fascisme qui provoquera aussi leur départ. C'était de la chair à canon, hein, ces hommes-là. Ah oui, oui, c'était... au début, le film devait s'appeler Manodopera, ça veut dire de main-d'œuvre en italien, et à la fois, c'était aussi de la chair à canon, c'était... Oui, c'est abominable, c'est une autre époque. Hein. L'histoire de vos grands-parents, elle rejoint celle de millions d'hommes et de milliers d'Italiens qui, comme Luigi, votre grand-père, ont fui la violence politique ou sont partis chercher du travail ailleurs. C'était plutôt, pour vous aujourd'hui, une fuite ou une quête? Un déracinement ou l'espoir d'une vie meilleure qui les a poussés à prendre la route? Oh, c'était une quête d'une vie meilleure, en fait. Tous les parents, ils rêvent que leurs enfants aient une vie meilleure qu'eux, quoi. Et donc, je pense qu'ils devaient avoir la même chose. Comme il y avait beaucoup d'enfants, il fallait... Puis voilà, il fallait trouver des endroits manger. Rien que le fait de manger, en fait, c'est pas évident. Donc en Italie, il n'y avait plus rien. Les terres étaient toutes petites. Et donc il restait plus qu'une chose, c'était partir, quoi. Trouver autre chose. Et comme la France à cette époque était riche, toutes les infrastructures, les tunnels, les barrages hydroélectriques, tout ça, c'était fait par tous ces immigrants, quoi. Oui, on le voit, ils ont contribué à reconstruire le pays, à bâtir les infrastructures, les ponts, les barrages, les routes. On le voit dans votre film. Comment ils ont été accueillis en France, ces immigrés italiens? Assez mal, à en croire le titre du film, hein, interdit aux chiens et aux Italiens. Oui. Alors, je ne sais pas la généralité, mais au niveau quand on voit ce panneau interdit aux chiens, aux Italiens, on se dit là... Ça a vraiment existé. Hein, vous avez vu ça sur une photo, sur une image. Ouais. Oui. Et ça, je me dis, ouf. Alors, j'ai pris ce titre parce que je crois que c'est le marqueur d'une époque. En fait, sur une époque, on ne pourrait pas aujourd'hui imaginer ça dans un café, en fait. Mais à cette époque, je me dis, voilà, ils étaient accueillis comme ça. Hein. Il fallait avoir le moral. Mais c'est pourtant le sort qui est souvent réservé aux immigrés du monde entier. Hein. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Mais cette histoire, elle correspond aux Espagnols, aux Polonais, aux Portugais. Là, elle est italienne, mais l'histoire des migrants, c'est toujours la même histoire, en fait. Oui, ou aux Maghrébins aussi, Bien sûr, aux aussi. Algériens, aux Marocains, aux Tunisiens qui sont venus en France travailler. Ils cherchaient en fait cet Eldorado qu'ils imaginaient, et on retrouve ça dans la manière dont vous racontez l'histoire de vos grands-parents. Ils avaient vraiment la tête pleine de rêves. Nous avons loué une maison à côté du chantier de Génissia. Avec toutes nos économies, nous avons acheté les terres tout autour. Des terres, tout à nous. Waouh! La France était joyeuse. Elle fêtait le Front populaire et nous avons appelé nos terres paradis. Pas parce que ça l'était, mais parce que ça devait le devenir. Nous avions assez souffert comme ça. Et oui, et ils avaient beaucoup d'espoir quand ils sont arrivés en France. Oui, hein. oui, beaucoup, ouais, je pense. Oui. Refaire leur vie, avoir des enfants, les appeler avec des prénoms français, se dire tiens, on va recommencer. Non, c'était... Mais à la fois, là, ils arrivaient avec leur Italie quand même. Elle était empreinte d'Italie. Ma grand-mère, elle était toujours habillée en noir, le gros chignon, la polenta, les gnocchis, c'était son quotidien, quoi. Ils sont enterrés où aujourd'hui, Luigi et Cesira? Au paradis? Oui, à Paradis. Ouais. J'ai mis Paradis, mais c'est une petite... c'est Billa, oui, c'est à côté de Bellegarde, en fait, en Savoie. En France? En France, oui, bien sûr. Oui. Pourquoi bien sûr? Parce que c'est c'est vrai, c'est une bonne question. Non, je crois qu'il ne voulait plus retourner en Italie, en fait. Avec le fascisme et tout, c'était très difficile. Et là, pareil, l'Italie a redoublé dans le fascisme. Alors du coup, je me dis, bon, peut-être on va pas... Non, je pense que c'était le mieux qu'il soit... Mon grand-père était en France, a été incinéré en France, enfin, il était enterré en France, et donc ma grand-mère, je pense qu'elle voulait être à côté de lui.
à paradis, au paradis. Oui, Celle que ça, vous j'ai nommez posé dans la le question, film. mais j'ai jamais Ouais. eu la réponse. Si c'était avec paradis, au paradis. France Culture, il est 12h22 en compagnie du réalisateur Alain Huguetto pour son film Interdit aux chiens et aux Italiens en salle demain. Et alors, on joue avec la nourriture maintenant? S'attendent sur le parcours. Et qu'ils s'appellent Guy, Apon, Mimile, Totor ou Gino. On les encourage en leur criant vas-y Toto. Tour de France, quelle chance. De l'espoir emplit les cœurs. On avance en cadence. Y a pas de place pour les flâneurs. Pousse un peu, alors tu bouges. Vas-y donc. Lanterne rouge, Tour de France, quelle chance, c'est la course du bonheur. Roue dans roue sont passées pleines Et le Tour de France passait par Paradis, à l'époque, en tout cas tel que vous le racontez, Alain Huguetto, dans le film. Et là, on reconnaît peut-être l'accordéon de Jo Privat avec Georges Gosset pour cette version du Tour de France. Le film a fait sensation au dernier Festival international du film d'animation d'Annecy. Il est d'ailleurs, ce film, reparti avec un grand prix du jury au festival. Alain Huguetto est notre invité jusqu'à 12h30. À la question de quoi avez-vous hérité de cette histoire, de cette famille, Alain Huguetto, la réponse est assez évidente. Dès les premières minutes du film, vous avez hérité de 2 mains fortes, agiles, créatives, débrouillardes. Il est là votre héritage, ce patrimoine précieux que vous portez avec vous. Ah oui, c'est un héritage que j'amène avec moi, ouais, tout le temps. Tout le temps. Et les Italiens parlent avec leurs mains, donc moi j'ai gardé ça. Les Français ils bricolent, donc tout est dans les mains en fait. Vous Oui. ne faites pas que parler d'ailleurs avec vos mains. Vous Oui. avez construit, modelé ces 2 marionnettes aussi avec votre équipe qui font aujourd'hui, enfin et toutes les autres d'ailleurs, qui font le cœur de ce film. Hein. Ouais. Ah oui, c'était c'est une magnifique aventure humaine en fait, surtout voilà, de rencontrer des gens que je leur disais, voilà, là, il faut qu'ils aient les yeux un peu ronds, là, pour les habits, ils sont propres mais rapiécés, donc il faut des grosses pièces. Et des décors, c'est pareil, des décors, j'aimerais bien que les arbres soient des brocolis. Les décors, c'est une folie de minutie quand on regarde la manière, parce que le film est aussi une sorte de making-of. Hein. Vous montrez comment vous avez travaillé et on voit comment vous reconstruisez des maisons et un village entier avec des fines couches de papier carton. On voit aussi cette forêt d'arbres en brocoli, on voit ces murs, ces barrages construits avec le sucre. Il y a toute cette magie que vous reconstituez à travers vos mains, qui sont aujourd'hui votre outil, en fait. C'est ça qui est fascinant, c'est que c'est un film sur le siècle dernier, raconté avec les outils d'aujourd'hui. C'est quoi un film en stop motion, Alain Huguetto ? C'est le côté américain, ça, mais c'est de l'animation en volume, en fait. C'est-à-dire que le volume, c'est pas du dessin, c'est pas dessiné, c'est un volume. Donc c'est un personnage qui ressemble à nous, qui a des bras, des jambes, et qui marche comme nous, il peut raconter une histoire comme nous, il a une mémoire comme nous. Oui, et vous qui aviez la mémoire pellicule jusqu'ici, vous avez dû passer au numérique ? Oh, ça s'est fait facilement, ça, oui. Le film, c'était il y a longtemps. Oui, c'est un bond dans l'histoire de l'animation, dans votre pratique aussi. Oui, parce que là, avec les logiciels, on peut aller très très loin. Je pense qu'il y a un film d'animation qui sort, là, c'est Avatar. Hein, c'est un très gros film d'animation. Vous l'avez vu ? Pas encore. Pas encore. J'avais Bon. pas les lunettes. Ça se trouve au cinéma. Votre père Vincent était une sorte de MacGyver, capable de transformer une casserole en douche, un vélo en générateur. Qui vous a appris à vous l'animation ? Je crois que c'est mon père, en fait. Je regardais mon père en train de bricoler, et ça m'a toujours inspiré. Et puis, lui, son rêve, c'était que je fasse travailler ma tête, en fait. Un peu boulot, quoi. Oui, mais à la fin des repas, dans la croûte du Babybel, il fabriquait des personnages, genre des renards, des oiseaux. C'était magnifique. Il vous a transmis ça. Et vos premiers cours sont en pâte à modeler, dont La Boule, en 1984. Alain Huguetto, César du meilleur cours d'animation. Ça, c'était le premier cours qui a été primé et reconnu. Mais il faut évoquer votre premier long métrage, Jasmine, sorti en 2013. C'était déjà un récit intime, celui de votre histoire d'amour avec une étudiante iranienne en France, à la veille de la révolution islamique de 79. Dis donc, l'histoire ne cesse de se rejouer ou de se réécrire. Comment vous regardez-vous aujourd'hui la situation actuelle en Iran, Alain Huguetto ? Ah, quelle horreur, quelle horreur.
Jasmine, c'était une femme d'aujourd'hui déjà, hein, Oui. une Iranienne de 2023. Tout à fait, oui. Elle portait pas le voile. Et ben, c'est grave de ne pas porter le voile en Iran, c'est grave. Je me dis, ben, c'est vraiment une faute qui peut amener à la mort, je trouve. C'est abominable. Enfin, tellement je suis. C'est abominable. Je ne sais pas quoi dire, tellement je trouve que des curés puissent. Enfin, des mollahs, en fait, puissent prendre le pouvoir comme ça et imposer des choses aussi abominables. Je me dis, mais où on vit, quoi? D'autant que vous étiez parti la rejoindre Oui, à oui. l'époque, parce que c'est aussi une histoire personnelle. À la fin des années 70, quand elle retourne vivre en Iran, vous l'avez suivie et vous avez vécu un temps là-bas avant Oui, de... oui, j'ai vécu la Révolution Ouais. avec elle, oui. Ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est un grand moment, il y a eu 10 jours fabuleux. Quand le chat est parti, et jusqu'au moment où Khomeini arrive. Ça, il y a eu 10 jours, c'était vraiment grandiose, parce que tout était... Les voiles a disparu, c'était le bonheur complet, quoi. Et après, Khomeini est arrivé, ça... En 4 heures. On savait que c'était fini la révolution. Mais voilà, mais l'histoire se répète et on retrouve peut-être en Jasmine la même femme forte qu'on retrouve chez votre grand-mère Chezira. Et on se souvient aujourd'hui avec vous, Alain Huguetto, que les femmes font aussi l'histoire et font le présent. Elles sont en train de l'écrire en ce moment en Iran. Comme votre grand-mère italienne a écrit cette histoire de France à sa manière. Oui. Hein, bien sûr, bien sûr. en venant ici. Oui, je suis assez fasciné, oui, bien sûr. Ah, les femmes, c'est une moitié de nous. Hein. C'est une moitié de nous. Merci beaucoup. Merci mille fois, Alain Huguetto, d'être venu nous parler Merci de à ce vous. film formidable qui sort demain en salle au cinéma. Donc, ça s'appelle Interdit aux chiens et aux Italiens. C'est un travail d'une minutie incroyable entre artisanat et art. N'hésitez pas à y aller et à amener vos enfants aussi parce que c'est une histoire pour tous. Ouais. Oui, oui, oui. Et une expo à Valence. On rit, on pleure, mais on rit surtout. Oui, merci mille fois.